Quelle est la place de l'immobilier dans l'économie? Où et comment investir aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir dans cette émission avec nos experts. Figaro Immo, c'est parti. Deux invités dans cette émission Figaro Immo qu'on est très heureux de recevoir aujourd'hui pour parler des études, pour parler de la place de l'immobilier dans l'économie. Quentin Lamour, bonjour. Bonjour Olivier. Vous êtes directeur national études et conseils d'adéquation. Christian de Kerangal, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur de l'IEIF, l'Institut de l'épargne immobilière et foncière. Alors avec vous, tous les deux, peut-être en introduction, l'immobilier reste une valeur refuge pour beaucoup de Français. Est-ce encore un moteur pour l'économie? Christian. C'est un moteur fondamental parce que c'est les lieux qui permettent d'accueillir toutes les activités humaines. Se loger, travailler, se soigner, vivre des loisirs, etc. Donc c'est absolument fondamental. C'est le sous-jacent, c'est l'infrastructure sous-jacente de notre économie. Donc on a besoin d'immobilier. Très bien. Quentin. Tout à fait d'accord avec Christian. Je compléterai simplement sur le fait qu'il ne faut pas avoir une vision réductrice en fait, du poids de l'immobilier dans l'économie. Et je pense qu'après les quelques années qui viennent de s'écouler, c'est d'autant plus visible que l'immobilier, ce n'est pas seulement la construction neuve, ça l'est, mais c'est aussi la rénovation, avec toute la filière aussi du BTP, même des artisans qui rénovent le parc, d'ailleurs à l'initiative d'actions d'investisseurs. On va en reparler un petit peu après. C'est aussi, comme on l'a dit, un support à l'emploi indirect lié à toute une filière liée aux transactions. On peut parler des banques, des notaires qui délivrent des crédits immobiliers pour les banques, les notaires qui accompagnent les transactions. Et puis évidemment, il y a un lien aussi avec la fiscalité qui ne peut pas être éloigné de l'économie. Absolument, et on va le voir tout à l'heure, et bien sûr en détail avec vos différents indicateurs. Christian, on va démarrer avec vous. Vous avez fait une étude immobilière très complète. On dézoome sur 40 ans, on va voir sur 40 ans la place de l'immobilier comparée avec des actions, l'assurance vie avec l'or. Voilà, on va commencer sur 40 ans, le taux de rentabilité interne, c'est-à-dire? Alors, c'est une étude que l'IEIF mène depuis un certain temps, chaque année. Et l'idée, c'est de comparer, comme vous l'avez dit, la performance des placements financiers qui sont accessibles aux particuliers et des actifs immobiliers, ainsi que les véhicules d'investissement immobilier que sont les SCPI, les OPCI ou les foncières cotées. Alors, on a choisi d'avoir différentes échelles de temps, parce que évidemment, la photo n'est pas exactement la même, et on a différents types d'indicateurs. Le premier, c'est le taux de rentabilité interne. L'idée, c'est de rassembler à la fois la performance annuel, c'est-à-dire ce que chacun perçoit à travers son placement, et puis la plus-value ou la moins-value qu'on enregistre sur la période. Alors quand on se place sur une très longue période, à notre connaissance c'est l'étude la plus longue qui existe, on a très clairement trois ensembles. On a d'abord les actions. Les actions surperforment. Ouais. Alors on viendra après au prix d'une volatilité élevée, mais après ça on ne le voit 12%, pas. Près de 12%. 12% par an, cumulé sur 40 ans. Donc c'est effectivement l'actif qui rapporte le plus. Ensuite, en termes d'immobilier, vous voyez, sur 40 ans, on n'a qu'une seule série qui existe, c'est le logement à Paris. Ouais. Et le logement à Paris a rapporté un peu plus de 10%. Donc c'est extrêmement intéressant. Et on voit que c'est lié notamment à la période très très forte de hausse des prix entre 2000 et 2010. Et puis les foncières cotées, qui sont donc des actions, mais donc des foncières qui investissent dans l'immobilier, mais qui sont cotées en bourse, rapportent du 9,5 et les SCPI du 7,5. Donc très très supérieur à ce que peut rapporter pendant cette période l'assurance vie 6,2 ou le livret A 3,3. On va voir maintenant sur une période plus récente, si on a ce même podium, ce même trio de tête, ou comment les choses évoluent, on va se projeter sur 15 ans. Sur 15 voilà. Là, on est sur quelque chose qui est plus visible à hauteur d'homme. On voit que les actions arrivent toujours en tête, avec une rentabilité relativement élevée, mais ce qu'on voit, c'est que
L'immobilier, de manière générale, performe entre 4,5% et un peu plus de 5,5% par an. Et là, on a des séries beaucoup plus détaillées, ce qui nous permet de dire que le commerce 5,2, le logement en France 5,5, le bureau 4,8, tout ça est à peu près sur une période assez longue dans le même écart. Les SCPI 5,2%. La seule exception, c'est la logistique, 7,8%. Pourquoi ? Parce que dans cette période, la logistique est devenue un actif d'investissement. Alors, bien expliquer la logistique. Alors, la logistique, ce sont les entrepôts qui permettent de stocker les marchandises, à la fois pour les commerçants, et à la fois pour les usines. Et donc, ces plateformes logistiques qui deviennent de plus en plus importantes ont commencé à intéresser les investisseurs. Les particuliers peuvent y investir à travers quelques foncières ou quelques SCPI. Et c'est un marché qui s'est énormément développé, notamment depuis le Covid encore plus, avec le développement de la vente à distance, de la livraison des colis, etc. Très bien. On va voir maintenant plus proche de nous sur 5 ans. Alors, sur 5 ans, là, on est sur une photographie qui est un peu plus contrastée, puisque sur 5 ans, on a la crise du Covid 2020, on a la crise inflationniste, la guerre en Ukraine, 2022. On a la remontée des taux d'intérêt de 2022-2023. Donc, un certain nombre de chocs qui ont impacté les valorisations de l'immobilier, malheureusement plutôt à la baisse. Vous le voyez, là, les rentabilités sont nettement inférieures. Le logement France rapporte 3,7%, c'est normal, il a corrigé. Le logement Paris, on voit beaucoup plus loin. Voilà, le logement Paris avait beaucoup plus monté, il corrige beaucoup plus fortement, comme d'ailleurs toutes les métropoles régionales les plus importantes. Le bureau a aussi corrigé, mais ces chiffres s'arrêtent fin 2024. Je pense que malheureusement, l'année prochaine, il continuera à corriger. Et vous voyez que les foncières qui réagissent très très rapidement, beaucoup plus rapidement que les actifs immobiliers sous-jacents, ont très fortement corrigé aussi, puisqu'elles sont à moins 7%. Et l'or, en première position, loin devant. Alors l'or est vraiment la valeur refuge par excellence dans les temps d'incertitude. Ça fait très longtemps que l'or progresse très fortement. Effectivement, au cours des 5 dernières années, on a une accélération de la progression de l'or, d'où sa performance hors norme. Et je ne sais pas si elle est très... si elle est très optimiste. Enfin, est-ce que c'est pas justement du très durable, vous pensez ? Très durable. En tout cas, on peut se poser la question. Et l'on va évoquer tout à l'heure ensemble, bien sûr, les perspectives pour l'immobilier, le logement, que ce soit à toutes les régions ou à Paris. Bien sûr. On va voir avec vous, Quentin. Vous avez fait avec Adéquation une étude très intéressante, justement, l'évolution dans le résidentiel de l'immobilier neuf. Alors, les enseignements. Tout à fait, Olivier. Alors, peut-être juste pour recontextualiser, chez Adéquation, nous observons l'immobilier neuf et notamment les mises en vente, les ventes, les prix et le stock d'offres disponibles depuis une trentaine d'années. Donc, cette étude, c'est une étude qu'on actualise en permanence. Et ce qu'on observe, notamment depuis le début de l'année 2025, puisque l'étude, elle porte plutôt sur ces 9 premiers mois, puisqu'on s'est arrêté à fin octobre, donc les 3 premiers trimestres, c'est que malheureusement, et voilà, c'est un constat, je suis désolé de le dire, mais l'année 2025 ne sera pas une année meilleure que 2024. Alors, l'année n'est pas tout à fait terminée, mais on peut déjà savoir qu'on ne rattrapera pas un objectif qui aurait pu être supérieur à 50 000 réservations de logements neufs, ce qui avait été par des particuliers. Et là, c'est important, on verra après comment se segmente le marché, puisqu'il y a le marché des particuliers, il y a le marché des institutionnels et des on va dire, investisseurs institutionnels et des bailleurs sociaux. Donc on y reviendra. Mais c'est 41 000 réservations entre le 1er janvier 2025 et le 31 octobre. Donc c'est malheureusement c'est une année quasiment historiquement très faible. On est vraiment à des niveaux extrêmement bas. On n'a pas connu, on stabilisera les chiffres à la fin de l'année, mais une année aussi mauvaise depuis le début des années 90, et donc la grande crise de 1991 et des années suivantes, qui était un petit peu différente puisqu'on avait aussi une crise, on avait de l'offre à l'époque. Aujourd'hui, il y a un problème d'offre.
il y a un problème de demande. On parlait de solvabilité des ménages et d'accès au crédit, quand Christian citait différentes séries. En effet, entre 15, 40 ans et 5 ans, ce qu'on voit, là où il y a malheureusement aujourd'hui moins de rendement dans l'investissement résidentiel, c'est aussi lié à un décrochage dans les crises dont on parlait, de la solvabilité des ménages qui ne peuvent plus acheter ou louer du fait d'une hausse des prix qui a été très très longue depuis les années 80, puisqu'on voit ce qui s'est passé après. Et dans le neuf, on est à 5 000 € par mètre carré en moyenne, on va dire. Là, c'est vraiment, dans les régions en France, c'est à peu près 5 000 € par mètre carré. Avec évidemment des grandes disparités, puisque dans une approche un peu plus locale, il est intéressant de constater qu'il y a quelques nuances à apporter au constat général, puisque certaines régions, on ne va pas dire qu'elles performent, mais s'en sortent un petit peu mieux, notamment les régions transfrontalières. On peut parler par exemple du Franco-Genevois, près de la frontière suisse, qui bénéficie aussi de l'emploi transfrontalier. On peut parler des littoraux, où les prix se maintiennent, puisqu'il y a une clientèle plus solvable, notamment qui n'ont pas besoin, parfois des personnes qui ont un âge moyen, un peu plus avancé, donc des revenus plus élevés que des primo-accédants ou des jeunes salariés, pour être vraiment dans un exemple très clair, et qui ont moins besoin d'apports bancaires, et donc qui peuvent plus facilement accéder à un logement, qui n'ont pas besoin de crédit, mais ça reste assez marginal. C'est-à-dire que dans le constat qu'on vient de dresser, ce sont des exceptions qui malheureusement confirment la règle à l'échelle nationale. Mais alors, Quentin, une question. Pendant longtemps, la promotion immobilière tenait sur 2 piliers, qui étaient à la fois 50% accédants, 50% investisseurs, et puis depuis le retrait du Pinel, le dispositif d'investissement locatif, la part d'investisseurs privés a été réduite quasiment de moitié. Est-ce que l'on peut tenir sur un seul pilier, celui des accédants, dans la promotion privée ? Alors aujourd'hui, en effet, ça va faire bientôt 1 an qu'il n'y a plus de dispositif, on va dire, massif, grand public. On reviendrait là-dessus, de défiscalisation, puisqu'il existe toujours des niches fiscales comme le déficit foncier, comme d'autres dans des secteurs particuliers comme la loi Malraux, dans des secteurs avec du patrimoine spécifique. Mais on va dire que le dernier en date, qu'on appelait le Pinel, mais qui finalement a succédé à d'autres dispositifs depuis les années 1980, donc quand on revient sur cette série à 40 ans, c'est la première fois depuis 40 ans qu'il n'y a plus ce soutien finalement à la demande, puisque c'est une forme de demande en fait, l'investissement, et donc au soutien du marché. Et force est de constater que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'appétence à l'investissement, et on va revenir sur les taux d'épargne aujourd'hui et sur les capacités d'investissement qu'on peut observer, c'est parce qu'il n'y a peut-être plus ni d'incitation. Ça, c'est une première chose, et on reviendra par rapport aux logiques d'incitation, comment peut-être elles pourraient renaître dans un horizon, on espère, de court terme, mais il y a aussi finalement plus de facilitation, puisque le dispositif dit Pinel était très partagé dans des réseaux aussi qui le commercialisaient, des agences y compris bancaires, des conseillers en gestion de patrimoine, des promoteurs immobiliers évidemment, et très connu du grand public, puisqu'à un moment il s'était démocratisé. Et donc on manque finalement de lisibilité aussi, et on y reviendra du point de vue des particuliers très probablement, au-delà de manquer d'incitation. Alors certains ont dit qu'il était temps de l'arrêter, en tout cas le Pinel, parce que ça avait un effet inflationniste, et d'autres disent mais si on l'arrête, on n'a pas les moyens de construire des logements alors qu'on a besoin de logements, et la promotion privée en a besoin. Christian, votre avis ? Alors c'est en partie vrai, et en même temps... La promotion immobilière, elle a longtemps vécu portée par ces dispositifs fiscaux. Je pense qu'il est temps d'évoluer vers un mixte un peu plus équitable entre les modèles, peut-être, entre les investisseurs institutionnels qui peuvent se positionner et qui souhaitent se positionner sur le résidentiel. Mais encore faut-il que les règles, notamment qui encadrent les relations entre les bailleurs et les entre les bailleurs et les locataires, etc., s'assouplissent un tout petit peu. Mais ils souhaitent se positionner. Et puis, il faudra effectivement faire revenir les particuliers, parce que les investisseurs institutionnels vont essentiellement investir en Île-de-France et dans les 5 ou les 10 plus grosses métropoles régionales, là où le particulier, il peut investir partout. Alors justement, Quentin, il est question d'un statut fiscal du bailleur privé. On en est au début, il y a des échanges au Parlement. Est-ce que déjà, pour vous, le principe est bon ? Est-ce que c'est bien d'instaurer un statut du bailleur privé ?
Alors, le principe peut être tout à fait salutaire. Après, on verra dans quelle logique de concrétisation il s'opère, puisque, comme vous l'avez dit à l'instant, entre le principe et la réalité, on n'en est pas encore sur une concrétisation définitive. En revanche, ce que ça pourrait apporter dans la direction que ça offre, moi, je retiendrai justement deux, trois points par rapport à ça. La question d'un cadre un peu simplifié, mais aussi et assez lisible. Je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Pour le grand public, parce qu'on revient sur cette question de l'investissement résidentiel. Il existe une multitude aujourd'hui de possibilités, y compris en métropole, dans les Outre-mer, avec de la rénovation sur de l'ancien, dans des secteurs particuliers, et c'est devenu à la fois illisible, et aussi parfois polémique, on l'a dit, et donc ça ne fait pas forcément une bonne publicité à la chose, et il faut un cadre surtout assez simple, dans un moment où il faut aussi des logements durablement disponibles sur le marché. Puisqu'il y a l'aspect de la construction neuve, qui est un sujet, mais il y a l'aspect aussi de l'offre, et l'offre, finalement, elle provient à la fois du parc neuf qui arrive sur le marché, mais aussi du parc ancien, qui a une rotation et du flux. Et aujourd'hui, on manque beaucoup de flux sur le parc ancien locatif. On le voit, parfois, il y a des questions... Pénurie de location dans le privé. Il y a des locations aussi de court séjour, on le sait, qui Airbnb, voilà, donc ça a aussi des impacts. Toujours est-il que tout ce qui pourra fluidifier la disponibilité de l'offre, notamment locative longue durée, et pas que sur du meublé, même si le meublé, les résidences-services pour publics spécifiques sont tout à fait utiles, il faut un peu de tout, en fait. Il faut aussi du logement nu, et le statut de bailleur privé, dans une de ses vocations, a vocation justement à améliorer la performance fiscale pour un investisseur qui remettrait des logements nus sur le marché durablement. Et donc ça, c'est intéressant. Encore faut-il, pour l'investisseur, qu'il y ait un minimum, on va dire, bien sûr, d'intérêt, qu'il s'y retrouve. Comment redonner confiance pour investir dans l'immobilier? Comment inciter plutôt que contraindre? Vos pistes, Christian. Je pense que fondamentalement, les Français sont attachés à l'immobilier. Et je pense que ce statut du bailleur privé, même si effectivement le diable est dans les détails, donc il faudra bien voir comment est-ce qu'il va être finalisé à l'issue du passage au Parlement, je pense que ce statut du bailleur privé, comme l'a dit Quentin, il est lisible, il est intéressant et surtout, je pense qu'il peut être pérenne. Et c'est aussi quelque chose qui était un peu délicat que d'avoir des dispositifs d'accompagnement fiscaux qui changeaient tous les 2 ou 3 ans et qui remettaient en cause la lisibilité. Je pense aussi que il va falloir accompagner des changements sociétaux, enfin des mutations structurelles importantes. Et que pour cela, on va avoir besoin de l'épargne des Français pour pouvoir accompagner un certain nombre de transformations. Je vais en donner 2. Premier élément, évidemment le changement climatique. Le changement climatique est quelque chose de nouveau qui transforme, qui impacte énormément les bâtiments. Il va falloir financer la rénovation énergétique de ces bâtiments, il va falloir financer l'adaptation aux différentes contraintes qu'implique ce changement climatique. Je pense à toutes les catastrophes qui malheureusement se multiplient. Deuxième élément, le choc démographique. Peut-être quelque chose qu'on n'a pas assez en tête. Le choc démographique, c'est 2 choses. C'est à la fois l'allongement de la durée de la vie, mais c'est la dénatalité et c'est le fait que déjà aujourd'hui, mais encore plus dans les années qui viennent, il va y avoir plus de personnes âgées et moins de jeunes. Donc ça a beaucoup de conséquences sur l'immobilier et notamment ça veut dire qu'aujourd'hui on cherche à développer des résidences étudiants, mais il va falloir vraiment se poser la question d'un nouveau modèle pour les résidences services seniors. Deuxième chose, ça veut dire aussi qu'il y a la population active va très probablement plafonner dans les années qui viennent et donc ça veut dire que les besoins en bureau seront moins importants qu'ils n'ont été. Donc on va aller beaucoup plus vers une économie de la restructuration, de la transformation d'actifs, de l'intensification d'usage, moins que la construction de neuf. Et puis voilà, donc comment est-ce qu'on accompagne ces changements sociétaux fondamentaux? Et justement, Quentin, pour rebondir sur ces défis, ces enjeux, à la fois écologiques, démographiques, numériques aussi, avec l'intelligence artificielle.
Alors en effet, je pense que une des voies de succès, évidemment, ça reste ensuite à préciser, et c'est pas si simple entre guillemets à faire, c'est de faire converger l'appétence, notamment d'investisseurs particuliers, qui veulent aussi quand même une sécurisation d'un rendement, qui veulent une durée de projection à peu près cohérente par rapport à leurs besoins d'investissement. S'y retrouver. Est-ce que c'est un complément de retraite ? Est-ce que c'est peut-être avoir un rendement plus rapide? Enfin voilà, il y a des stratégies différentes selon les particuliers aussi, si on se met dans ce cas de figure. Mais il y a aussi une dernière dimension, c'est-à-dire que les Français et les Françaises ont bien compris qu'il y avait un enjeu aussi d'investir avec, et recherchent aussi du sens et de l'impact dans leur investissement au-delà du rendement. Et je pense que l'un et l'autre ne sont pas évidemment antinomiques. Ça se voit d'ailleurs chez les institutionnels, déjà depuis un certain nombre d'années. Ça devrait aussi pouvoir venir et faire sens côté des particuliers, de se dire qu'on investit sur la rénovation du parc, mais on va aussi trouver du rendement à ça. On investit aussi, par exemple, sur des impacts sociétaux et sociaux pour l'accompagnement, par exemple, du vieillissement, ou l'aide au logement peut-être des jeunes. Il faut pouvoir faire converger le sens et le rendement, en fait, aujourd'hui. Et c'est une attente des nouvelles générations aussi, qui seront les investisseurs de demain. Oui, Christian, pour rebondir, justement. Oui, tout à fait. Je pense que c'est à la fois une logique économique, c'est-à-dire que il ne s'agit plus de construire, j'ai envie de dire, énormément de bureaux s'il n'y a pas forcément suffisamment de besoins, mais donc l'important c'est de répondre à ces nouveaux besoins, mais je rejoins complètement Quentin, l'épargnant aujourd'hui, il recherche aussi un impact réel et positif. Or, il y a des véhicules d'investissement, je pense aux SCPI, je pense aux foncières, qui déjà font extrêmement attention, mettent en œuvre des politiques très volontaristes pour certaines d'entre elles, en termes de rénovation énergétique, en termes d'adaptation au changement climatique, et également en termes d'impact social. Très bien. Peut-être pour se projeter, on imagine, vous disposez de 300 000 euros chacun. Alors, dans quoi on pourrait imaginer d'investir dans l'immobilier, que ce soit d'ailleurs peut-être la pierre papier ou sur 300 000 euros, Christian? Je privilégierais plutôt des supports d'investissement immobilier collectif. D'accord, c'est-à-dire alors soit les SCPI, soit les foncières cotées, parce qu'elles gèrent de manière très professionnelle des patrimoines diversifiés. D'accord. Donc c'est plutôt sur la tranquillité d'esprit, c'est pas forcément sur le rendement. Si, mais c'est aussi sur le fait d'avoir moins de volatilité sur le rendement que le fait d'acheter un seul bien, donc pour lequel il y a un risque idiosyncratique qui est énorme. Ça pourrait être 2 studios, mais bon. Ça peut être 2 studios. Non, mais c'est pour ça que vous avez carte blanche, donc plutôt SCPI. Pour aller... Alors après, je pense que la SCPI va devoir évoluer pour permettre de mieux gérer la question de la liquidité. Puisque c'est une des questions fondamentales des SCPI aujourd'hui, c'est le fait que en période de crise, il est difficile de revendre ses parts et de sortir. Donc ça, c'est une évolution qui va être importante à mener pour les acteurs, mais si j'avais à placer, je dirais que j'essaierais de regarder effectivement la logistique, l'hôtellerie, la santé. Logistique, hôtellerie et la santé, oui. Il n'y a pas aujourd'hui de SCPI ou de foncières cotées spécialisées en data center, mais je pense qu'il pourrait y avoir un vrai potentiel. Et puis aussi l'investissement, alors indirect à travers des véhicules collectifs, en résidentiel, parce que le résidentiel est absolument fondamental. Il y a un déséquilibre, comme l'a dit Quentin, énorme entre l'offre et la demande. Quentin, les 300 000 euros. Alors en effet, au-delà du scénario exposé par Christian, si on parle de résidentiel aujourd'hui, il est vrai que je n'aurais pas intérêt à les investir dans un seul logement neuf, malheureusement, par rapport à ce qu'on s'est dit, puisqu'il n'y a plus forcément de dispositif favorable. Les 300 000 euros, aujourd'hui, pour donner on va dire un ordre d'idée, c'est le prix d'un T3 moyen dans le neuf, en fait. Donc,
c'est une vraie limite. En revanche, par rapport à ce qui a été dit, il y a soit aujourd'hui toujours aussi certains dispositifs plus méconnus, notamment de réhabilitation du parc ancien. Il y a un dispositif qui s'appelle le De Normandie, par exemple. Oui, le De Normandie, bien sûr. Du nom de cet ancien ministre du Logement, et qui permet d'être sur des petites mises de fonds parce qu'on peut viser des villes où l'immobilier est un peu moins cher. Des cœurs de ville. Donc là, on achète un bien dans l'ancien qui nécessite des travaux. Il faut que ce soit minimum 25% sur la totalité de l'opération, qu'on peut mettre ensuite en location. Mais ce n'est pas partout. C'est dans certaines villes, Action Cœur de Ville. Donc ça représente quand même 200 communes à peu près, mais voilà, des villes moyennes. Donc ça peut être une niche. On a parlé, alors si on parle d'investissement direct ou indirect, c'est vrai que l'investissement indirect dans l'immobilier, aujourd'hui, il y a un enjeu de refaire connaître, par rapport à ce que dit Christian, ce qu'on peut obtenir, et de se dire aussi que le risque associé à cet investissement, on a beaucoup parlé des risques associés malheureusement à des SCPI qui parfois ont été sur des profils d'actifs très mono-orientés et très risqués, comme le disait Christian, mais il y a des SCPI qui diversifient aussi. Donc ce mode de véhicule aussi est intéressant, de ne pas avoir de l'investissement physique direct, d'en avoir toujours un petit peu dans la pierre papier. Après, il y a des dispositifs aussi qui naissent chaque année, on l'a dit. On a parlé il n'y a pas si longtemps, en effet, du logement locatif intermédiaire, qui est LLI, ouais. Le LLI, voilà, donc qui est un des dispositifs locatifs qui aujourd'hui est fortement incité maintenant par l'État et par un certain nombre d'acteurs. On peut aujourd'hui investir en SCI, par exemple, sur ce type de dispositif. Il faut regarder les communes, il faut évidemment regarder les localisations. Société civile immobilière. Il faut quand même se renseigner. C'est assez technique, hein, ouais, mais il y a une pluralité d'options pour diversifier ses investissements et surtout ne pas faire un mono-investissement sur un seul bien physique dans une seule localité qui peut être soumise à un risque ou un aléa de marché, parce qu'on l'a vu. Paris, par exemple, a une évolution. D'autres villes en ont eu d'autres. Tout n'est pas totalement homogène sur les marchés de l'immobilier. En tout cas, pour vous, Quentin, investir dans le résidentiel, notamment de Normandie, ça c'est votre conseil. Plutôt pour Christian, SCPI, logistique, santé. Et la troisième, c'était... Hôtellerie. Hôtellerie, très bien. En conclusion à tous les deux, optimiste pour l'année 2026 pour l'immobilier, Christian? Mitigé. Bon. Très honnêtement mitigé. Il y a des classes d'actifs qui ont probablement atteint leur bon prix et vont très doucement repartir en phase ascendante. Il y a encore des classes d'actifs pour lesquelles, malheureusement, il va encore y avoir des baisses de prix. Et donc, assez mitigé. À moyen terme, par contre, très optimiste. Ah, à moyen terme, très optimiste. Conclusion, rapidement. Oui, je dirais également plutôt prudent et réaliste pour 2026, mais peut-être aussi opportuniste, puisque, comme on l'a dit, tout n'a pas exactement suivi la même trajectoire ces derniers temps, et il existe quelques segments sur lesquels il y a des dynamiques très intéressantes, on en a parlé à l'instant. Eh bien, on va rester sur ce mot de dynamique. En conclusion, merci en tout cas à tous les deux. Merci pour vos éclairages et à très bientôt pour une prochaine émission de Figaro Immo.